Salam alaikum Zoul, bonsoir. Aujourd'hui, je m'en vais vous raconter une histoire. Une histoire rapportée comme authentique par des chroniqueurs très crédibles. Et qui est rentrée dans la grande histoire, dans les annales de la sagesse universelle. Il fait un froid inhabituel dans ces terres chaudes de l'Andalousie. Nous sommes en hiver 1492. Boabdil et sa nombreuse compagnie, toute sa famille, sa garde, ses esclaves, une caravane de mulets chargée de richesses, quittent subrepticement Grenade avant l'aube. Boabdil s'enfuit comme un voleur. Il a voulu quitter la ville sans que ne le voient s'enfuir ses anciens sujets, ses coreligionnaires et les mots arabes qui peuplaient le royaume grenadin avant sa prise par les chrétiens. En échange de la reddition de Grenade, Abu Abdallah al-Zorbi, Mohammed Ben Ali al-Hassan, Ali, 22e émir nasride de Grenade, Gharnata, dit Boabdil, dit al-Zorbi, le malchanceux, avait obtenu de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de Castille, les rois très catholiques qu'il avait vaincus, de pouvoir quitter Grenade avec toute sa famille, sa garde, ses serviteurs. Autant de richesses que pouvait porter une caravane de mulets et même les ossements de ses ancêtres qu'il avait fait exhumer et qu'il emmenait avec lui en terre d'islam. La longue colonne quittait Grenade en se dirigeant sur le mont Sacromonte, un col de la Sierra Nevada qui domine la ville de Grenade, et le jour commençait à peine à poindre. Boabdil s'arrête sur un col qui offre une magnifique vue d'ensemble sur la ville et les immenses vallées enneigées qui l'entouraient. Une pierre précieuse sertie dans du velours. D'un lent geste empli de lassitude, Boabdil tourna la bride de son cheval et s'abîma tout entier dans la vue qui s'offrait à lui, de Grenade encore assoupie, dont les marbres commençaient à refléter le soleil rose. Il regardait son pays perdu. Pour la dernière fois de sa vie, le cœur lourd, empli de regrets. Depuis cet instant, cet endroit porte le nom de Suspiro del Moro, le soupir du mort. Le mort était le nom donné à ceux qui étaient issus des souches arabes et berbères. El Suspiro del Moro. Les chroniqueurs rapportent en effet que Boabdil poussa un soupir déchirant avant d'éclater en sanglots. Sa mère, Aïcha al-Harra, qui se trouvait à ses côtés, montée sur une mule blanche, richement harnachée d'or et de pierreries, lui jeta un regard méprisant et des paroles qui allaient se graver dans le marbre des jours. Pleure. Pleure comme une femme ce pays que tu n'as pas su défendre.
Aujourd'hui. La société civile appelle à une marche et organise une conférence. Journée test à Aouqas. Par Kamel Medjoub. Le matin Algérie. Dans l'antichambre du pouvoir en Algérie. Par Mourad Goumiri. TSA. Mort d'une mère et son bébé à Djelfa. Une incroyable succession de négligence et de maladresse. Par Sonia Liès. Aujourd'hui, rétro-info donc de la semaine, nous allons parler de 3 sujets, les événements d'Aouqas, la marche avec un livre dans la main, aujourd'hui pour dénoncer cette tentative des autorités d'empêcher les citoyens de se rencontrer dans des cafés littéraires, tout simplement. Nous parlerons ensuite de cette réconciliation entre guillemets de Tebboune, Haddad, Sidi Saïd et compagnie. Et enfin, de cette dame, une parturiente, une dame enceinte, une jeune dame d'une vingtaine d'années, qui a été ballottée entre 3 hôpitaux qui ne voulaient pas d'elle, chacun la remballant vers les autres, et qui est morte. Elle est morte, elle et son bébé. Et donc, pour en parler aujourd'hui, nous aurons avec nous Hassan Hirish, docteur en PNL, analyste politique, Khald Zirem, expert financier, Mourad Chichi, universitaire Bjaya, et en Skype, Yazid Haddar, psychologue en France. Alors, nous allons d'abord écouter un petit compte-rendu que nous a fait Mourad Chichi depuis Aouqas. Plein de militants, donc comme un livre à la main, donc c'était très 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 beau. Effectivement, il n'y avait pas de répression, il n'y avait pas d'arrestation parce qu'il y a un rapport de force qui était énorme. Et voilà, donc il y a eu une prise de parole après dans laquelle on a lu les résolutions, ou bien la déclaration du comité d'Aouqas, donc ceux qui ont pris un petit peu cette initiative et dans laquelle ils insistent un peu sur les revendications traditionnelles, ne pas demander désormais d'autorisation parce qu'ils cette demande au maire suggéré et qu'ils maintiennent l'activité du café littéraire comme promis chaque samedi. C'est une belle réussite, comme j'ai dit, parce que bon voilà, le pouvoir a pu il a réfléchi finalement, donc il n'a pas réprimé et le principe pour lequel les objectifs qui sont tracés à la marche sont à mon avis à 100% atteints à présent. Voilà. Donc il y en avait de tout, de toutes les couleurs, comme j'avais dit, des représentants de partis politiques, d'anciens militants du NCB, des étudiants, des citoyens anonymes, des écrivains, tous autour. Dans cette conférence, donc, de ce café littéraire, qui, pour le rappel, s'appelle Littérature et engagement politique, qui a animé chez Oukamar. Voilà. Hassan Hirish, merci d'être avec nous. Merci Jamel de m'avoir invité. Merci. Alors donc nous avons commencé par ce qui est déjà l'affaire Aouqas, où nous avons vu cette magnifique mobilisation de la société civile. Vous imaginez une manifestation où chaque manifestant portait un livre à la main et ça a été une belle victoire, hein, c'est franchement, de cette société qui s'est mobilisée parce qu'une chef de daïra et ceux qui agissent derrière elle ont voulu tout simplement empêcher les citoyens de se rencontrer dans des cafés littéraires et de parler. Hassan Hirish. Oui, tout à fait. D'abord, il faut remercier la chaîne El Maghrebiya qui donne la possibilité à tous les téléspectateurs d'avoir ces nouvelles. Féliciter les militants d'Aouqas et la population de tous les environs qui nous donnent aujourd'hui une lueur d'espoir. Rappeler que effectivement le pouvoir
algérien a tout fait pour bâillonner les citoyens partout, à l'est, à l'ouest, etc. Et nous assistons depuis 2-3 ans, effectivement, à des interdictions de simples conférences d'universitaires invitées par des associations. Moi-même, j'ai été victime de cela à 2 reprises, une fois à la Maison de la Culture de Tizi Ouzou et une autre fois à la Maison de la Culture de Lara Nessierefen, où j'ai été interdit effectivement de présenter tout simplement quelques éléments de connaissance de la PNL et de l'analyse transactionnelle. Donc le pouvoir fait tout pour avoir seul la parole, pour bâillonner tout ce qui ne va pas dans son sens, et on se retrouve finalement, nous aussi, un peu comme l'histoire que vous avez si bien décrite de l'Andalousie, on regarde mourir notre pays, on pousse des soupirs parce que précisément le régime Bouteflika a décidé de tuer dans l'œuf tout ce qui pense différemment que lui. Mais Hassan Herj, c'est un peu stupide comme ça. Je ne comprends pas qu'une chef de daïra et tous ceux qui la protègent, puisqu'on n'a pas été empêché de le faire, puissent interdire comment dirais-je, une rencontre aussi civique, aussi culturelle qu'une rencontre dans un café littéraire pour parler culture, pour parler littérature et pourquoi pas politique. Ce n'est pas stupide à votre sens? Malheureusement, ça va dans le sens total de la politique menée par le pouvoir en place depuis 1962 et particulièrement depuis l'arrivée de Bouteflika, à savoir justement que d'une façon intempestive, on empêche les Algériens de s'exprimer, on empêche les Algériens de parler entre eux, d'échanger, d'organiser des rencontres scientifiques, littéraires, culturelles, etc. Donc pour le pouvoir, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce qui peut paraître pour nous quelque chose de stupide, pour le pouvoir, il faut éliminer toute brèche possible dans la pensée qu'ils veulent, une pensée unique qui aujourd'hui est battue en brèche, heureusement, par nos intellectuels, nos étudiants, nos citoyens. Et l'exemple d'Aouka, c'est totalement édifiant. Restez avec nous. Restez avec nous, Hassan Herj. Khaled Ziram est avec nous. Khaled Ziram est expert financier. Merci d'être avec nous, Khaled Ziram. Je rappelle que Khaled Ziram est aussi animateur culturel, éditeur. Khaled Ziram, est-ce que Khaled Ziram est avec nous? Alors, Yazid Haddar est avec nous en Skype. Yazid Haddar? Oui, bonjour. Bonjour Yazid, merci d'être avec nous. Merci, c'est avec plaisir. Alors, Yazid, votre sentiment sur cet événement d'Aoukas et très vraisemblablement cette grande victoire de la société civile sur des forces, j'allais dire occultes, puisqu'il n'y a que le chef daïra et le chef de sûreté de la daïra qui sont visibles. Oui, c'est en fait, si je me souviens d'un petit ouvrage ou d'une phrase, l'ignorance sacrée de Olivier Roy, je pense. Et il y avait Mohamed Al-Koun, il parlait beaucoup de la culture de l'ignorance dans la société musulmane en général, mais aussi avec nous dirigeants en particulier. En fait, on cultive plus la culture de l'ignorance et quand on sait bien que la lecture, la littérature, ils ont réagi très négativement. C'est pas la première fois. Mon collègue Herj, il a déjà bien dit qu'il y a eu beaucoup de conférences qui ont été annulées ces derniers temps. Donc, en fait, ils ont plus peur en général de la culture que on laisse, par exemple, les islamistes dire tout ce qu'ils veulent.
on ne réagit pas du tout, on laisse par exemple ramener des prêcheurs qui font beaucoup de la Je ne haine. pense pas que ce soit vrai quand vous voyez le cas de Ali Ben Haj qui est embarqué chaque vendredi parce qu'ils se rend à la mosquée pour y dire un prêche. Je ne pense pas qu'on laisse les islamistes dire ce qu'ils veulent. Oui, mais je pense que en fait, Ali Ben Haj, c'est le cas que en fait on le laisse dire, mais il finit. Ils ont du mal à entrer dans la mosquée. Et en fait, s'ils touchent la mosquée, c'est le seul moyen qu'on ait endoctriné la société algérienne. Donc, s'ils touchent à la mosquée, forcément, il y aura les forces qui ne peuvent pas bouger, plutôt qu'ils vont bouger. Donc, du coup, ça sera un carnage. Or, les maisons de culture, ce n'est pas sacré, en fait. Donc, c'est pour cette raison, la maison de culture, c'est très facile d'arrêter. Et comme la représentation des intellectuels dans notre société, il faut le savoir, c'est que c'est une représentation très négative. On dit que les intellectuels algériens, je pense qu'il y avait un ouvrage d'une chercheuse en Algérie qui a travaillé sur cette notion-là, où elle disait que la représentation de l'intellectuel dans la société algérienne, et c'est toujours une déconnexion de la réalité, et surtout qu'ils sont vus comme des gens, ça vient de le monde occidental, ça vient de les aider un peu, entre parenthèses, communistes, etc., etc. Or, ce n'est pas tout à fait vrai. Hein. Donc, on a des intellectuels qui sont plus éclairants, ils sont plus comme Mohamed Aoun, qui est un petit plus grand islamologue, mais comme il y en a d'autres, Khaled Amel qui vient d'être décédé aujourd'hui, et c'était un des plus grands intellectuels aussi. Donc, en fait, si on fait une analyse un peu sociologique et psychosociologique, je pense la volonté d'arrêter l'ignorance, plutôt d'arrêter ceux qui l'éclairent, elle est très très présente en fait dans la société et c'est eux qui menacent en fait le système. Contraire, c'est que les autres ne menacent pas réellement le système puisqu'ils vont dans leur même sens que. Or, la culture, on sait bien, sur le plan psychologique par exemple, ou même si j'utilise un petit peu le jargon psychologique, on sait bien, il y a Einstein, il disait, c'est très facile d'écraser un atome que de changer la mentalité d'un homme. Or, changer la mentalité d'un homme, ça passe que par la culture. Ça ne se passe pas par autre chose. Mais en ce moment, qu'est-ce que ça vous inspire, comment dirais-je, personnellement, je vous avoue que je ne m'attendais pas à une telle réaction de la société civile, même si, il faut le dire, qu'en Kabylie, généralement, la réactivité à ce genre de provocation, c'est toujours confirmé. Mais à ce point, tellement de gens qui manifestent avec un livre dans la main, aussi pacifiquement, de façon aussi responsable, ça bat en brèche, en quelque sorte, ces théories justement qui disent qu'en termes culturels, la réaction des Algériens, c'est un peu marginal. Hein. Il semble que ce ne soit plus le cas, en l'occurrence. Oui, tout simplement, en fait, en Kabylie, elle est connue par aussi sa société civile. C'est-à-dire la société civile kabyle, elle est plus active que ce n'est pas une question de régionalisme, hein, c'est une question d'histoire aussi. Il faut savoir que la Kabylie, elle était toujours la source de presque des mouvements de changement réellement. Par exemple, le mouvement de 1980, d'avril, c'était un mouvement typiquement culturel. Et ça a donné une libération de la liberté d'expression plus tard. Ce n'est pas le cas de 1988. C'était un mouvement qui était plus populaire, il était plus une révolte qu'une révolution. Or, l'avril 80, c'était une réelle révolution parce qu'on était sous la domination d'une pensée unique. On passe à une ouverture d'un espace commun. C'était grâce à ça qu'il y a eu les ligues des droits de l'homme, il y a eu beaucoup de choses qui ont donné une préparation à la... Et restez avec nous, Yazid Haddar. Je reçois à présent Khaled Ziram. Merci d'être avec nous, Khaled. Merci, M. Benchenouf. Bonsoir à vous, bonsoir. À vos invités. Merci. Alors, un petit compte-rendu, en plus celui que nous a fait Mourad Ouchichi sur la manifestation, sur la marche. Oui, la marche elle était imposante. Des centaines et des centaines de personnes se sont déplacées sur le Pras aujourd'hui à 13h, à mois d'août. C'est à la fois inédit, brandissant des livres à la main. Dans une ambiance très bon enfant. C'est une réussite totale, donc il faut saluer la victoire de la mobilisation citoyenne pour la réhabilitation de la citoyenneté, d'une part,
Sans oublier d'autre part ce qui s'est passé samedi passé, parce que ce qui s'est passé samedi passé est aussi très très grave. Jamais dans l'histoire de l'Algérie, les policiers ont sorti des gens avec une violence inouïe dans une salle de conférence autour d'un livre ou autour d'un événement culturel. Donc, ce qui s'est passé était très grave et la population, les gens, les militants ont réagi de manière très importante par rapport à l'affront qui nous a été fait, à l'affront qui a été fait à la population d'Aoukas, mais aussi à l'affront qui a été fait à toute l'Algérie, à la culture, à la liberté et aux libertés. Mais finalement, Khaled Ziram, pour parler un peu pragmatique, finalement, cette chef de Daïra et le chef de sûreté de Daïra, ils n'ont pas rendu service au régime puisqu'ils ont permis à une formidable dynamique de se mettre en branle, et je présume que ça ne va pas s'arrêter à la simple revendication de pouvoir entrer dans un café littéraire et de débattre d'un livre, là. Oui, mais aussi, M. Bouchnouf, il faut dire que c'est inédit aussi dans les annales politiques de l'Algérie, c'est que l'administration, pour une fois, lorsque les gens de l'association ont été reçus par l'administration, ils ont reconnu avoir commis des erreurs. Donc, non seulement ce chef de Daïra et la sûreté de Daïra d'Aoukas ont été à la limite humiliés par la mobilisation citoyenne, mais ils ont reconnu même à demi-mot qu'ils ont commis des erreurs. Et ce n'est pas toujours le cas, nos autorités qui reconnaissent une fois qu'ils ont commis des erreurs. Maintenant, il ne faut pas qu'on s'arrête en si bon chemin parce que les libertés s'acquièrent et les espaces de débat, de liberté en général, et il faut qu'on remette ça chaque fois qu'il y a abus de pouvoir, abus d'autorité envers les citoyens, la citoyenneté. Mais en ce moment, quelles sont les revendications des manifestants étaient connues? C'était des manifestants uniquement, seulement culturels. Mais maintenant, est-ce que ne pourrait pas se développer, s'épanouir de façon autrement plus civique, autrement plus politique? Oui, c'est un fait inédit qui nous appelle justement à voir comment, si on arrive à faire reculer aujourd'hui les autorités et l'administration, la répression, si on arrive à la faire reculer par notre mobilisation, ça veut dire que nous pouvons, à l'avenir, agir de la même manière par rapport aux autres problèmes que nous vivons dans notre pays, notamment politiques, parce qu'ils sont éminemment politiques. Dites-moi, Khaled Ziram, est-ce qu'il y a eu des manifestants venus d'autres contrées, d'autres régions du pays? C'est ce qui nous a fait un grand plaisir parce que beaucoup de gens, je pèse les mots, sont venus des 4 coins du pays. Ah bon, hein, à ce point En plus des gens qui ont fait des actions. À Oran, il y a eu une action. À l'étranger, il y a eu des actions aussi de soutien à l'activité aujourd'hui même. Des gens, des intellectuels, des anonymes sont venus brandissant des livres pour dire que ce qui s'est passé est très grave. Il ne faut pas que ça, non seulement il ne faut pas que ça soit reproduit, mais aussi, M. Bouchnouf, je voudrais aussi profiter de votre antenne pour dire qu'il y a lieu maintenant de situer les responsabilités de ce qui s'est passé le samedi passé. Qui a donné l'ordre de rameuter les renforts, parce qu'il y avait un fourgon de police, de CRS, puis ils en ont ramené 5 ou 6 autres, qui a donné l'ordre de ramener. J'ai vu dans la déclaration numéro 2 qui a été rendue publique, qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, que certains partis politiques ont adhéré à la démarche, Tête de Cli, FFS, RCD et d'autres hein, dont je ne peux pas lire, qui ne sont pas très visibles. Finalement, cette adhésion... Aujourd'hui, tout le monde est venu. Tous les partis politiques, du moins ceux qu'on dit de la mouvance démocratique, il y avait le PSP, le FFS, le RCD, le RPK en mouvement, il y avait des antimates aussi, il ne faut pas aussi ne pas les citer. Donc les députés sont venus, d'ex-députés sont venus, des intellectuels sont venus, des affaires sont venus, des anonymes sont venus. Cette mobilisation a été une grande réussite à notre sens.
Restez avec nous, Khaled Ziram. Nous n'arrivons pas à joindre Mourad Ouchichi. Nous allons essayer sur un autre numéro. Je reviens à Yazid Haddar. Yazid, vous avez entendu ce que nous disait Khaled Ziram? Et en fait, ça donne une certaine, un début vraiment, si je peux dire, une introduction à la révolte en quelque sorte. À la révolte ou à la contestation? Pourquoi utiliser un terme qui pourrait faire peur? Pourquoi révolte? Je dirais révolte pour le moment, tant que moi je suis un psychologue, donc je travaille les choses dans leur sens. En fait, on ne peut pas parler d'une révolution pour le moment. En fait, la révolte, c'est la prise de conscience qu'il y avait quelque chose qui est en train de se jouer. Et on peut parler réellement de la révolution lorsqu'il y a réellement un sens, c'est-à-dire il y a une démarche, il y a un objectif, il y a une ressource intellectuelle sur quoi les manifestants ou ceux qui font de la révolte, sur quoi s'appuyer en quelque sorte. Mais pour le moment, on n'a pas ni leader politique pour ramener à une révolution sociale et intellectuelle. Et on n'a pas aussi, on a eu un certain temps Kateb Yassine qui voulait réellement, par exemple, il faisait la révolution dans les cultures, qui a introduit le théâtre dans les villages, il voulait le faire, mais il le faisait puisqu'il était réellement un intellectuel engagé. Mais après, il y a eu d'autres qui ont essayé de le faire par le biais de la presse ou par le biais de, par exemple, Mouloud Faraoun, par exemple, par le biais des conférences qu'il faisait. Il y a eu aussi ses ouvrages, mais il était très connu dans le milieu intellectuel, mais il n'a pas assez dans le milieu populaire. Restez avec nous, Yazid Haddar. Mourad Ouchichi est avec nous. Merci d'être avec nous, Mourad. Mourad Ouchichi. Mourad, est-ce que vous êtes avec nous, Mourad? Mourad, Mourad, vous nous entendez? Mourad Ouchichi. Mourad Ouchichi, universitaire, Bjaya, animateur culturel, militant des droits de l'homme. Merci d'être avec nous, Mourad. Il semble qu'il y ait un problème de téléphone. Nous sommes vraiment désolés. Nous allons essayer de le joindre de nouveau. Je reviens à Khaled Ziram, puis à Hassan Hirish. Khaled Ziram, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Khaled Ziram, aujourd'hui, je crois que c'est aussi excessif de ne parler que de la Kabylie comme seul pôle de contestation politique, culturelle, parce que d'autres personnes s'identifient à cette contestation et la portent réellement. Vous n'avez qu'à voir sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui empêche les autres régions où la contestation est tout aussi vive, même si elle est étouffée? Qu'est-ce qui les empêche, ces autres régions, de pouvoir l'exprimer, cette envie d'en découdre avec le régime? D'abord, il ne faut pas un peu nier tout ce qui se passe dans d'autres régions du pays. Il y a eu les chômeurs à Ouargla, il y a eu le mouvement contre le gaz de schiste à Ain Salah, il y a eu les événements d'Injab. Donc, dire que la contestation ne présente qu'en Kabylie est un peu, pour reprendre vos termes, excessif. Mais c'est vrai que cette région est un peu mieux propice que d'autres pour cette contestation. Maintenant, par rapport à ce que vous disiez hier lors de votre émission, il y a un manque de solidarité par rapport à ces événements qui se passent soit en Kabylie, soit dans d'autres régions, par l'ensemble des militants d'autres régions du pays. Laisser une région toute seule en découdre, comme vous dites, avec le système, est un peu gênant, pour ne pas dire plus. Il y a aussi un phénomène de solidarité sélective chez une certaine élite et chez certaines personnes. Alors, on dit on ne va pas soutenir les Mojahidis parce qu'ils sont sécessionnistes, on ne va pas soutenir les gens de Ouargla parce qu'ils sont ceci ou cela, on ne va pas soutenir les Kabyles parce qu'ils sont ceci ou cela. Il faut que nous ayons cette culture que nous sommes tous concernés. Les problèmes dont se débattent
les jeunes et la population kabylie sont quasiment les mêmes que ceux qu'endurent les autres régions du pays. Donc quand il se passe quelque chose en Oran, moi je me sens concerné en tant qu'Algérien. Je fais tout pour, ne serait-ce que symboliquement, soutenir ce qui se passe ailleurs dans mon pays, et même ce qui se passe ailleurs dans le monde aussi. Restez avec nous, Khaled Zirem. Nous recevons à présent Mourad Ouchichi. Merci Mourad d'être avec nous. Mourad. Oui, c'est bon, je vous entends. Mourad, très bien. Alors, nous avons entendu votre compte rendu tout à l'heure, mais encore, dites-en-nous plus sur cette manifestation, cette marche. Non, c'est coupé, c'est pas moi qui ai coupé, c'est pas... Oui, on vous entend, Mourad, vous êtes en direct. Oui, c'est bon, je vous entends. Oui, on vous entend, Mourad. Il y a un problème. Est-ce que Hassan Hirsch est avec nous? Nous allons passer au second sujet. Malheureusement, il y a eu un problème avec le contact de Mourad Ouchichi. Nous sommes obligés de passer à un autre sujet, celui de cette... Je reviens à Yazid Haddar, le temps que nous réussissions à joindre Hassan Hirsch. Yazid Haddar, Tebboune, donc, avait son épée de justicier, enfourché son cheval blanc, le grand justicier qui donc déclare la guerre à la corruption, au petit trafic et grand trafic, et qui nous a... Il y a même eu des comités de soutien pour lui, pour le soutenir contre la guerre, contre le mal et tout. Et puis top, on nous dit que c'est terminé, le maître des lieux a sifflé la fin de la partie, et Tebboune va rencontrer Haddad et Sidi Saïd pour préparer une tripartite, et on nous dit c'est la réconciliation entre les frères. Alors, Yazid Haddar. En fait, au début, je n'ai jamais cru à ça, en fait. Je ne crois pas... le changement, il ne peut pas se faire avec les mêmes hommes et avec les mêmes idées, vous voyez, donc c'est impossible. En fait, pour moi, je trouve ça, c'est vraiment une petite comédie. Moi, ce qui me désole beaucoup, c'est que le peuple y croit. C'est ça qui me gêne beaucoup. C'est pas, c'est eux entre eux, ils se débattent. Et ce qui me gêne, c'est quand le peuple y croit réellement à tout ça, qui réellement, il a une volonté, il voulait changer, mais il ne peut pas. En fait, c'est un système, tout un système qui est codé. Pour changer, il faut d'abord changer la culture de la gestion, etc. C'est impossible. Pour régler ce problème de corruption qui existe en Algérie, je pense qu'il faut au minimum 30 ans. C'est une volonté réelle politique pour la changer. Puisque là maintenant, on dépasse la corruption en termes de questions politiques, mais elle devient normaliser la corruption dans notre société. Restez avec nous, Yazid Haddar. Donc, je suis désolé, Yazid Haddar, c'est très dynamique. Je suis obligé de passer d'un invité à l'autre. Nous recevons encore Hassan Hirsch. Hassan, donc Tebboune nous a annoncé la guerre contre une opération manipulée, en quelque sorte, même proprement la réalisation de la vie publique et autres slogans du genre. Et là, on nous dit non, ça y est, les frères se sont réconciliés, ils vont se retrouver pour préparer une tripartite entre copains. Vous savez, Djamaddine, nous sommes en présence d'un pouvoir qui, malheureusement, nous habitue à une politique de faits divers. En réalité, dès qu'il s'agit de s'entendre sur l'essentiel, ils sont bien d'accord. À partir du moment où nous savons maintenant que le régime algérien est un régime multicéphale et qu'ils utilisent Bouteflika justement pour continuer cette manière de gouvernance, je pense que les mêmes qui ont demandé à Tebboune de rajouter une session du baccalauréat sont les mêmes qui ont demandé à Tebboune de s'attaquer à Haddad. Et sans doute que la réponse de l'autre clan a été suffisamment dissuasive
qu'effectivement ils se ravisent et qu'ils reviennent à la normale. Hassan Hersh, très important. Donc vous pensez que ce n'est pas le même qui a donné l'ordre à Tebboune d'humilier Haddad qui après a décidé de réadmettre le même Haddad dans le Cénacle. Non, vous pensez que c'est dû à une pression du clan adverse. C'est ce que je pense, comme je pense aussi que c'est un clan qui a fait interdire les conférences en Kabylie de façon à gêner le clan adverse. On assiste à une guerre des ombres, comme c'est le cas depuis 1962, aux multiples cabinets noirs et qui utilisent Bouteflika, qui aujourd'hui n'a pas du tout ses capacités cognitives et ses capacités physiques pour pouvoir éventuellement arbitrer ou au moins donner son avis. Nous assistons malheureusement à une déliquescence de l'État, à l'utilisation de façon privative des institutions qu'on va utiliser à tort et à travers juste pour maintenir l'équilibre en place. Restez avec nous, Hassan Hersh, pour le troisième sujet qui va venir dans un petit moment. Et je suis désolé pour Mourad Ouchichi, il y a un problème de téléphone. Et donc je reviens à Khaled Zirem. Khaled Zirem, au sujet de cette histoire Haddad, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Votre sentiment sur la question? Un peu, beaucoup de bruit pour pas grand-chose, une histoire de tempête dans un verre d'eau ou de montagne qui n'a accouché de pas grand-chose. J'ai rejoint en grande partie ce que venait de dire M. Hersh à propos de ce sujet. Je dirais que ça remonte à 1958 et pas seulement à 1962, cette histoire de pouvoir, des gens qui se sont accaparés un pays et qui le gèrent comme une propriété privée. Donc après, ces gens sont un peu nombreux et il y a des guerres de positionnement. Donc ces guerres-là ne concernent en rien ni l'Algérie, ni les Algériens, ni l'avenir de l'Algérie. Elles concernent uniquement la manière la plus objective pour qu'ils restent propriétaires de ce pays qu'ils se sont appropriés. Oui, mais ça annonce quoi? Ça annonce quoi cette opération qui se veut publiquement une réconciliation? On a tout fait pour que tout le monde comprenne que Ali Haddad revient au bercail, que l'enfant prodigue est pardonné, qu'il ne se passera rien. Parce qu'il y a l'horizon 2019 qui approche, Bouteflika ne pourra pas rester éternellement sur son fauteuil roulant et il faut bien qu'ils fassent entre eux à autre chose, mais tout en conservant les clés de la maison, quoi, tout en restant propriétaire de ce pays. Après, il y a des positionnements, il y a des gens qui ont des intérêts à défendre, il y a des gens... Et puis la rente aussi, il faut toujours il faut pas oublier, ne jamais oublier, ne pas perdre de vue la rente. Les cercles du pouvoir, ils grossissent, ils grandissent quand il y a de l'argent, ils s'amenuisent les cercles quand l'argent manque. Donc quand il s'avère que l'argent commence à manquer, donc les gens paniquent un petit peu pour ces trucs de positionnement justement par rapport à 2019 qui approche et par rapport surtout au fait qu'ils veulent que l'Algérie reste une propriété privée qu'ils pensent qu'elle leur revient de droit, qu'ils ne vont pas, qu'ils ne sont pas prêts à lâcher de quoi. Donc, Khaled Zirem, pardon. On est obligé de passer au troisième sujet, il reste 11 minutes. Cette parturiente, cette dame, Rabbi Rahmaha, qui est morte parce qu'elle était ballottée entre 3 hôpitaux, chacun la remballant aux 2 autres. C'est vraiment un cas de négligence criminelle. Et puis cette dame, la pauvre, elle a été enterrée dans des conditions, franchement... C'est vraiment malheureux. Nous compatissons. C'est un cas de négligence, certes, mais c'est aussi un problème politique, parce que ce cas n'est pas si isolé que cela. Il y a, vous savez, les infrastructures sanitaires de notre pays, elles sont dans un état lamentable. Vous savez, dans la ville d'où je vous parle aujourd'hui, nous avons des polycliniques dont l'édifice a été construit il y a 40 ans. La population a été multipliée par au moins 53 ou je ne sais pas combien. Mais aujourd'hui, l'infrastructure reste la même. Quand je vais faire vacciner mon fils ou ma fille dans cette polyclinique, j'ai honte d'être algérien.
parce que incomber la responsabilité au seul personnel soignant, c'est trop facile. Pourquoi notre système de santé, on est là aujourd'hui, qui est responsable de ces négligences entre guillemets? Pourquoi l'Algérie ne peut pas se permettre un système de santé digne, au moins correct? On revient toujours à la même problématique, c'est un problème éminemment politique. Restez avec nous, Khaled Zirem, jusqu'à la fin de l'émission. Je reviens. Yazid Haddar. Yazid, donc voilà, vous savez, comme tous les Algériens, que les gens du régime se soignent à l'étranger, même pour des petits bobos. On connaît même le cas d'un général qui a un jour déclaré qu'il était en Suisse pour arrêter de fumer aux frais de la princesse. Ils se soignent pour tout et rien, leurs petits bobos, ceux de leur famille, alors que c'est un secret de polichinelle. Les hôpitaux algériens sont devenus des mouroirs. Il n'y a même pas de traitement antidouleur conséquent pour des dizaines de milliers de gens qui souffrent. Et là, cette mort de cette dame dans des conditions qui auraient dû soulever une lame de fond dans tout le pays, qui est passé quasiment sans rien. Même la presse n'en a pas parlé suffisamment. Qu'est-ce que vous en pensez, Yazid Haddar? D'abord, mes condoléances à cette famille et à cette femme. Et malheureusement, ce n'est pas seulement un seul cas qui est comme ça. Il y en a plein. Par exemple, moi-même, j'ai vu ça de mes propres yeux en allant à l'hôpital Mustapha, et ils demandent de faire qu'on appelle une prise de les urines pour vérifier si quelqu'un... Alors, en allant dans les toilettes, c'est catastrophique. J'ai dit, je vais attraper plus d'une maladie en allant dans ces toilettes que de faire cette analyse en quelque sorte. C'est pour vous dire que, en fait, l'état de la santé ou du système de santé en Algérie est catastrophique, et c'est une régression. Dans les années 70, l'Algérie, il était le meilleur à ce niveau-là, au niveau de toute l'Afrique. Pour vous dire que tellement on avait une potentialité très très importante au niveau médical que les autres pays ne l'avaient pas. Maintenant, ce que les gens ils vont se soigner en Tunisie, c'est pour vous dire que... Alors les gens qui vont se soigner en Tunisie, ce sont les gens de la classe moyenne. Les autres soignent en France, en Turquie. Les pauvres meurent en Algérie. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, et c'est un chiffre qui est très éloquent, c'est qu'il y a, on dit, entre 10 et 15 000 médecins algériens qui ont été formés en Algérie, qui travaillent en ce moment en Occident, en France notamment. Oui. J'en ai plein d'amis on a fait les études ensemble. Ils sont des gériatres ici à Paris, ils sont des gériatres, plutôt des psychiatres, un peu partout ici en France, et même en Angleterre, et parfois aussi au Canada. C'est pour vous dire, en fait, la problématique, mon collègue d'avant, il disait que c'est un problème politique. Moi, je ne pense pas vraiment que c'est un problème politique. Je pense que c'est un problème de formation de personnel. Effectivement, il y a une volonté politique, même s'ils vont construire des très beaux hôpitaux, mais une semaine après, ça va se détruire parce que le personnel n'est pas compétent pour qu'il gère ce genre d'institution. Deuxièmement, depuis qu'on a perdu de l'éthique médicale, c'est-à-dire on a remplacé l'éthique religieuse par l'éthique médicale. Et là, c'est très grave. Ça devient... vous voulez dire le contraire pour la santé de tout le monde, en fait. Merci, Yazid Haddar. Je reviens à Hassan Hairiche. Hassan Hairiche, ce scandale, ce véritable scandale qui aurait dû... C'est atroce ce qui est arrivé. Cette dame a perdu d'abord son bébé, puis elle est morte. Pourquoi? Parce qu'on l'a baladée pendant plus de 3 heures entre 3 hôpitaux, chacun des hôpitaux refusant de la recevoir, parce qu'il y a une sorte de conflit entre ces hôpitaux, et donc elle en est morte et il ne s'est rien passé. Oui, je voudrais présenter d'abord mes condoléances à cette famille endeuillée, à tous ses voisins, sa région, et tous ceux qui sont proches, tous ceux qui se sentent aussi touchés par cette mort atroce. Ce que je pense, Jamel Dine, c'est que le pouvoir en place a maintenant distillé une culture de la violence, une violence multiforme, une violence contre la culture, comme on vient d'en parler à Okas, une violence contre les femmes. Au moment où la Tunisie élabore des lois pour libérer les femmes, pour que plus jamais elles soient violentées
dans leur travail, dans leur vie quotidienne, dans leur foyer, etc. En Algérie, depuis l'avènement du Code de la famille en 1983, eh bien aujourd'hui, la vie d'une femme ne compte pas beaucoup pour les gens du système. Cette mort atroce est un symptôme d'une maladie extrêmement grave. Cette maladie qui fait que le citoyen ne compte pas pour les gens au pouvoir. Donc, et ça se répercute évidemment à tous les échelons. Donc on a renvoyé d'un hôpital à un autre une personne qui avait besoin de soins. Évidemment, comme vous l'aviez dit, c'est non seulement une non-assistance à personne en danger, mais surtout, c'est une banalisation de la violence, c'est une manière, à la limite, de faire taire les citoyens et de montrer que seuls les gens du pouvoir ont le droit de se soigner. Et ils y vont effectivement, comme vous l'avez souligné, dans les hôpitaux à l'étranger, comme ils ont le droit aussi d'envoyer leurs enfants dans les universités occidentales pendant qu'ils organisent un enseignement au rabais en Algérie. Nous sommes dans une culture de la violence multiforme en Algérie et ce que je crois, c'est que l'arrivée de Tebboune ne changera absolument rien parce que ce qu'on met en avant, ce sont seulement des exécutants et les différents clans au pouvoir s'arrangent entre eux dès lors que leurs intérêts sont en jeu et les citoyens est de toute façon exclus, marginalisés, écrasés, bâillonnés depuis 1962 à ce jour et c'est la même chose qui continue. Merci Hassan Herish, merci Khaled Ziram, merci Mourad Ouchichi, même si on n'a pas réussi à vous avoir, à vous joindre. Merci en tout cas pour ce petit compte-rendu que vous nous aviez fait. Merci Yazid Haddar, merci à vous chers amis téléspectateurs. Aujourd'hui, je viens de finir avec vous la dernière émission du Top 3 avant mon congé. Je prends un congé, donc je ne vais pas pouvoir être avec vous pendant un peu plus de 3 semaines. J'espère que je vous manquerai. Voilà, après la khair, bislama.